Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus jusqu'ici. Comme vous pouvez le voir, certains et certaines sont venus de loin. Pour cette nouvelle table ronde, on va parler fitness, on va parler rapport au corps, on va parler performance, peut-être même d'autres choses parce que c'est aussi le but. Et avant de commencer, je vais laisser chacun et chacune de nos invités se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Du coup, moi je m'appelle Yasmine. Sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ellie Killeuse et un autre compte professionnel qui s'appelle Seyas Conseil. Donc à la base, j'ai créé mon compte Instagram parce que je voulais perdre du poids, donc je voulais faire des régimes et voilà. Donc j'ai fait beaucoup de régimes, après j'ai fait beaucoup de sport et un jour j'ai découvert le mouvement Body Positive. Donc suite à ça, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai écrit un livre aux éditions Marabout. Et aujourd'hui, voilà, je parle de plein de choses de façon décomplexée, aussi bien de ma maternité que de mon rapport au corps et de comment j'ai réussi à l'accepter. Ok, Voilà. Trop chouette. Merci Yasmine. Alors, moi, à la base, je suis illustratrice, sauf que sur les réseaux, j'ai toujours partagé plein de choses qui me plaisent et avec le temps, j'ai fini par tomber dans la muscu et par vraiment très très fort aimer ça. Donc, c'est un petit peu au travers de la muscu que j'ai développé mes réseaux, mais au fil du temps, comme mes réseaux, ça a toujours été un gros fourre-tout de tout ce qui m'intéresse. Ça se limite plus du tout à juste ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'humour, des conseils sur les plantes, des vidéos Sims. C'est un gros fourre-tout dont fait partie la muscu. Ok, trop bien. Je m'appelle Eric, connu sous le nom de Eric Flag. C'est mon pseudonyme que j'ai choisi de par la figure de street workout, le drapeau. Et aussi parce que c'était facile à retenir, je croyais. Et j'ai commencé ça, en fait, juste en partageant mes entraînements sur un compte Instagram à la fin de mes études. Et en gros, à la fin de mes études, je me suis lancé un peu le challenge de lancer une chaîne YouTube. Je me suis mis d'accord avec mes parents. On s'est mis d'accord, ça a plus ou moins marché. Et aujourd'hui, du coup, je suis créateur de contenu et entrepreneur. Le sport, j'y ai trouvé beaucoup de choses. Ouais. Personnellement comme je me suis trouvé moi-même, exactement. À 17 ans, enfin j'ai fait du sport toute ma vie. À 17 ans, j'ai commencé la muscu. Je suis toujours pas vraiment arrêté. Et voilà pourquoi je suis là et vous êtes là. Exactement. Ce que je trouve intéressant dans vos parcours, et je savais pas forcément pour tout le monde, c'est qu'en fait, vous avez tous et toutes commencé les réseaux sociaux par rapport au sport. Enfin, qu'il y avait... T'as commencé par les illustrations, toi, Aline? Oui, moi, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. J'ai d'abord été très longtemps sur juste des petits sites d'illustration. Ouais. J'ai eu un Facebook d'illustration pendant des années que j'ai toujours. Mais plus tard, quand je suis allée sur Instagram, au départ, c'était d'illustration, mais j'ai très vite compris que les photos, ça marche beaucoup mieux que les dessins sur Instagram. Ok, bon en tout cas c'est vrai qu'on a tous eu ce rapport-là par rapport au sport. Je me demande, certains l'ont dit, mais pourquoi vous avez commencé le sport? Quel a été, en tout cas, je parle pas de quand on est enfant, même si ça pourrait être intéressant d'en parler, hein, mais quand on est enfant généralement c'est plus des sports collectifs, c'est plus pour le fun, pour se dépenser. Quand est-ce que vous avez commencé le fitness et pourquoi? Pour maigrir. Ouais. Ouais, j'ai commencé le sport. J'étais pas du tout sportive et en fait, quand j'ai rencontré mon mari, lui était vraiment très sportif. Et en fait, un soir sur deux, il me laissait toute seule à l'appart et je me faisais chier. Et du coup, un jour, il dit bah vas-y, je vais venir avec toi. Et donc, j'ai commencé à courir et je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids rapidement. Et je me suis dit trop bien. Et là, j'ai lancé Instagram en mode ok, je vais perdre du poids avec d'autres nanas. Donc les hashtags Insta régimeuse, tout ça. Et donc voilà, vraiment moi le point de départ, le sport, c'était pas du tout du kiff, c'était pas du tout une notion de plaisir, c'était vraiment je cours, je fais du sport pour maigrir. Et d'ailleurs si j'ai choisi la course à pied, c'était parce que c'était le truc qui faisait le plus perdre de poids. Voilà. Ouais, brûler le plus de calories. Voilà. Et est-ce que tu trouvais quand même une forme de plaisir ou pas à l'époque où t'en faisais vraiment avec un objectif de perte de poids? Non, franchement, je pense que je l'ai fait pendant très longtemps pour de très mauvaises raisons. Je l'ai fait ensuite par la suite et j'ai compris ce que ça pouvait être le sport plaisir quand tu le choisis pour le plaisir. Mais pendant quand même très longtemps, c'était plus une sentence, une obligation, tu vois. Je me souviens que je disais sur Instagram, demain je vais courir à 6h, comme ça je me disais, bah, maintenant que je l'ai dit, j'ai pas d'autre choix, je vais le faire, tu vois. Genre, les gens vont me juger, ça marche si je vais toujours. pas et ça marche, tu vois. Et ouais, non, c'était vraiment, moi au départ, c'était vraiment que pour maigrir. Mais ça c'est aussi un aspect du fitness que je voulais interroger, ce côté discipline qui en soi peut être extrêmement bénéfique. J'ai l'impression que en fait on tombe très facilement de l'autre côté d'une espèce de seuil où ça devient une obsession. Et la limite entre discipline et obsession est faible. Et je sais pas si vous l'avez vécu, j'en parlerai après, moi je l'ai vécu en tout cas. Est-ce que toi t'es tombée, Yasmine, dans l'obsession? Ouais. Je suis tombée dans l'obsession tu sais, à un moment donné, je courais beaucoup. Et du coup, t'avais toutes ces nanas, les runneuses. Et tu sais, c'était un peu le truc de faire 10 km en 1 heure. C'était mon goal de la vie, tu vois. C'est genre, Ouais, je la me battais comparaison, le matin. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, t'as tous ces trucs avec les montres. Donc, du coup, c'est hyper facile de dire, attends, elle fait ça, elle fait 10 km en 55 minutes. Moi, je mets 59 minutes. Attends, je suis une quiche. Et vraiment, je me tuais pour ça. Et j'ai fini avec des tendinites parce que j'écoutais plus mon corps et que j'étais uniquement sur accélère, quoi. Donc, et c'est ça le truc qui fait
fait qu'aussi que beaucoup tombent dans les blessures, c'est quand à un moment donné, comme tu dis, tu vires sur l'obsession et t'es plus sur l'objectif du juste de te dépasser, de te faire plaisir. T'es vraiment dans le truc de je veux être meilleur que les autres ou je veux être meilleur que l'objectif que je me suis fixé, quoi. Tu t'es blessée, je crois, Aline. Est-ce que c'était lié à justement une surperformance ou... Ouais, c'était lié à ça? Mais en fait, la muscu, t'alternes beaucoup des périodes de longue stagnation et puis des périodes où ça se débloque d'un coup et tu progresses de ouf. Et j'ai eu ça l'hiver dernier, donc ça faisait 6 mois que je progressais plus du tout. Et j'avais ce palier des 300 kilos hip thrust que j'en rêvais. Ça fait 7 ans que je m'entraîne pour ce palier précisément. Et du moment où je l'ai passé, ça m'a tellement motivée que j'ai vraiment cramé toutes les étapes. Et je me suis retrouvée en quelques mois à passer de 300 kilos à 330. Et donc, ça fait quand même une grosse progression en peu de temps. J'ai commencé à avoir des petites douleurs, mais j'ai déjà eu des douleurs plein de fois à la muscu et je me dis, bon, c'est pas grave, je cicatriserai d'ici à la séance suivante. Sauf qu'en fait, je me rendais compte que moi qui ai toujours très vite cicatrisé des blessures, en fait, ça s'accumulait un petit peu, une toute petite douleur qui est un petit peu plus forte. Et puis un petit peu plus forte, tu la remarques pas jusqu'au moment où je me suis dit, bon, bah là, en fait, je stagne complètement, je suis même en train de régresser parce que cette douleur m'empêche de progresser. Donc j'ai dû complètement... revoir toutes mes charges à la baisse pendant un certain temps et là je suis en train de revenir petit à petit, mais oui, ça a été assez difficile, oui. Et c'était parce que je refusais d'aller en dessous de mon max. Pour moi, c'est si j'ai atteint un max, je dois rester à ce max. C'est hors de question de le revoir à la baisse. Mais bon, là, du coup, j'ai été obligée. Ça s'est mieux passé que prévu mentalement. Ouais, c'est ce que je veux dire, parce que est-ce que tu arrives quand même à trouver du plaisir quand il est plus associé à la performance? Ah non. Parce que voilà, dans le fitness, en fait, je trouve que c'est ça qui peut être vachement tricky, tu vois. D'un côté, c'est cool parce que ça te pousse à faire mieux et t'as une forme d'adrénaline. Mais d'un autre côté, c'est vrai que du coup, te dire que tu fais une séance où il y a des gens qui font des deload week où du coup, ils réduisent leur charge. En fait, c'est généralement des semaines chiantes, quoi. Parce que voilà, tu n'es plus... Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, on aime le fitness parce qu'il nous donne une certaine image de nous-mêmes. Et c'est là où moi, parfois, j'ai l'impression que c'est pas forcément sain. C'est que du coup, si on aime le fitness que quand c'est conditionnel, c'est un peu comme l'amour inconditionnel, tu vois. On t'aime pour qui tu es, on t'aime pas seulement si tu es d'une certaine manière ou d'une autre. Si on aime que le fitness quand on va plus loin, quand on met plus lourd, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Moi, j'ai l'impression que tu as une courbe d'évolution en fait entre ta relation, peut-être chacune de nos relations avec le sport. Ma relation avec le sport, ça a été un peu tumultueux au début. Moi, j'ai commencé, la musculation vraiment, avant j'ai fait du sport parce que mes parents voulaient, c'était bien. J'ai commencé la musculation à 17 ans parce que pas de confiance en moi, geek, devant mon ordinateur toute la journée et tout. Je me dis, bon... On va essayer de sortir de chez soi. Je sais pas, j'aime bien les filles, je crois. Il me semble. Elles ont pas l'air de trop bébés. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire, quelque chose? Elles aiment bien les muscles, il paraît. Je vais essayer d'en avoir. Le cliché, par exemple. Ben, je dis la vérité, tu vois. Moi, j'ai pas commencé pour moi. J'ai commencé en mode, pour moi. On pourrait le voir pour moi. C'est pour la confiance en toi, mais pour t'en donner par rapport aux femmes, quoi. C'est ça. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, voilà, j'ai réalisé que ça m'intéressait pas plus que ça les filles déjà, mais que ça m'avait justement apporté une certaine confiance en moi et d'autres choses qui, apparemment, ont réussi à débloquer certains trucs aussi. Voilà. Il a rencontré des filles. Voilà. Très perspicace, effectivement. Et en fait, j'ai appris ensuite à aimer ça et à faire ça pour moi. Parce que là, je m'entraîne toujours aujourd'hui, 14 ans plus tard. C'est plus pour les filles. Je suis passé dans cette période obsessionnelle où je voulais le faire tout le temps, où j'avais pas envie de m'arrêter. Un petit peu comme Aline, je pense, le fait de... au bout d'un moment, en fait, ce qui devient difficile, c'est pas d'aller s'entraîner, c'est de ne pas y aller. Ouais, totalement. C'est le rest day. C'est exactement ça. En fait, de me faire comprendre à un moment donné que m'arrêter, en fait, et faire moins, c'est le plus productif sportivement que je puisse faire. J'ai eu du mal à intégrer la chose. Mais est-ce que toi aussi, si quelqu'un d'autre que toi-même, dont tu respectes la pratique, te dit non, mais en fait, aujourd'hui, c'est bien, si tu te reposes, c'est OK. Moi, par exemple, j'ai un pote qui me conseille beaucoup en muscu, qui est très calé dans ce domaine-là. Si je lui demande, oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que, étant donné telle chose, je dois aller m'entraîner? S'il me dit non, c'est mieux que tu n'y ailles pas, ça va. T'as la conscience tranquille. Le grand maître l'a dit, j'ai le droit. Si tu délègues la responsabilité à quelqu'un d'autre. À quelqu'un en qui tu fais vraiment confiance, un coach, un mentor, ça peut être dans le sport, dans le business, dans n'importe quoi, un parent, quelqu'un que tu respectes, que tu sais qui a ton intérêt en premier lieu. Je t'avoue que j'ai pas... T'as pas cette personne qui peut te dire allez, t'as champ libre, c'est bon. Candidatures sont ouvertes. Non, effectivement. C'est intéressant. Donc ouais, on est tous passés par une phase un peu obsessionnelle. Donc Eric, t'en es sorti. Yasmine, je me demande pourquoi tu as... Après, peut-être que tu continues, hein, mais moi, de ce que j'avais suivi, t'avais arrêté. En tout cas, tu faisais pas du sport de la même façon. À quel moment tu t'es dit, en fait, là...
non seulement c'est pas simple parce que je suis à fond dans la recherche de perte de poids, mais en plus j'y prends même plus de plaisir. Donc en fait, ciao quoi. En fait, ça s'est fait en 2 étapes. C'est que j'ai commencé du crossfit et en même temps, je m'étais dit, bon bah allez, je vais faire un plan alimentaire, donc avec un pote. Et en fait, j'étais là, je pesais mes trucs et à un moment donné, je lui dis, écoute, laisse tomber. Je faisais un 42, je dis je vais m'accepter en 42, je vais faire le crossfit tranquille. Et en fait, le crossfit, ça a été une révélation parce que je m'entraînais toujours avec une nana. Et c'était drôle parce que elle était plus forte que moi et elle était très forte en haltéro. Et moi, j'étais meilleure en endurance. Et en fait, je me suis rendu compte que mes faiblesses pouvaient être des qualités dans certains points. Et ces faiblesses étaient des qualités, tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu, tu sais, l'expression d'Albert Einstein qui dit si tu juges un poisson à sa capacité, voilà, on est tous nuls. Et en fait, c'était ça. Et je me suis dit, bah, en fait, sois ton poisson. Concentre-toi sur ce sur quoi t'es pas trop mauvaise, au lieu d'aller chercher là où t'es moins bonne. Et le crossfit, ça a vraiment été un truc. Après, je me suis blessée parce que j'ai voulu en faire trop. Je prenais du plaisir, mais j'ai quand même, malgré le plaisir, ce truc de, comme tu dis, je veux sauter plus de boxe, je veux faire plus de squats, machin. Et je me suis reblessée. Et je pense que ça a quand même été une vraie session où je me suis dit, en fait, il faut juste que je m'écoute. Et j'ai des périodes où je fais du yoga, j'ai des périodes où je fais de la muscu, j'ai des périodes où le yoga, je trouve ça chiant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas de sport en particulier. Je fais ce qui me fait envie et ce qui correspond à mon état d'esprit du moment. Voilà, tu vois, après mon fils, ça a été le yoga parce que ça correspondait à mon état d'esprit du moment. Et là, je sens que j'ai envie d'un truc qui bouge un peu plus. Je me suis réinscrite à la salle de sport. Mais c'est vraiment, voilà, je pense, c'est un truc par rapport à l'état d'esprit. Et surtout par rapport à aussi une acceptation de toi, j'ai l'impression, qui du coup décorrèle ta pratique sportive du physique. Ouais. Mais ça, c'est un débat que je voulais vraiment poser parce que le but, c'est pas du tout de poser un jugement de valeur, c'est d'inviter chacun et chacune des personnes qui nous regardent à réfléchir. Est-ce que, pour vous, on devrait décorréler le fitness d'une recherche d'une certaine apparence physique? Totalement. Moi déjà en fait j'ai commencé pas du tout pour le physique mais pour des raisons de santé. J'ai eu des problèmes pour marcher pendant plus de 2 ans et le meilleur remède qu'on a trouvé à l'époque c'était le sport et effectivement c'est grâce au sport que j'ai plus du tout de douleur et qu'aujourd'hui je peux marcher sans aucun souci. Donc au début j'ai commencé vraiment dans un objectif de santé et je me suis très vite rendu compte que tant qu'à faire, je peux atteindre un certain physique. Et la première année, j'ai eu une pratique sportive catastrophique où j'étais vraiment dans l'excès total. J'avais 0 jour de repos, je pesais tout au gramme près. Et là, je suis vraiment tombée dans les obsessions. J'ai fait un très court détour vers les TCA. Mais je m'en suis rendu compte très tôt. Et je me suis dit, ok, là par contre, j'ai 2 portes. Soit je continue, soit j'arrête. J'ai arrêté, heureusement, j'avais assez de recul pour ça. Et j'ai compris que... Déjà, il fallait plus du tout peser. Moi, les chiffres, c'est pas fait pour moi. Vraiment, les tout ce qui est chiffres, calories, je sais pas c'est impossible. Qui sait, en fait, finalement, tu vois, c'est... Moi, je fais ça pendant 2 ans. Je trouve que c'est bien de... Moi, j'aurais tendance à... je trouvais ça très bien de l'avoir fait au début. Je me dis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est bien de savoir lire une étiquette au supermarché, de comprendre comment comparer un peu ce que tu peux consommer. Ouais. De là à tout peser pendant 2 ans, il y a quand même un entre-deux peut-être aussi. Et moi, j'ai cru que j'avais altéré pour toujours ma relation avec la nourriture. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais, je pensais, en fait, j'arrive au moment et je me dis, c'est fini. Je ne verrai plus que des chiffres. Ouais, mais je pense qu'on n'oublie jamais vraiment. Enfin, je sais pas si vous avez aussi ce ressenti-là. Ah, toi, t'as totalement oublié? Complètement. Moi, maintenant, donc je te dis, la première année, j'ai eu une pratique sportive absolument catastrophique où je le faisais pour le physique. Bon, c'était pour la santé, mais le physique, c'était mon moteur. Et c'est plus tard, quand je me dis, bon, tant pis les calories, tant pis les chiffres, on s'en fout, même quitte à prendre du poids, à devenir massive. Maintenant, ma motivation, c'est de faire les meilleures perfs possibles. Et je sais que pour ça, il faut des calories. Donc, je préfère manger trop que trop peu. Et si je prends du poids, c'est pas grave. Tant que je peux avoir des perfs dont je suis fière à la fin plutôt qu'un résultat physique. Ouais. Et je suis beaucoup plus heureuse dans ma pratique du sport et beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Maintenant que j'ai complètement décorrélé le physique de la performance, et maintenant ma fierté, elle vient clairement de la performance. Ce qui fait que quand je me blesse, mon physique, il bouge pas. C'est pas en 2 semaines que tu perds quoi que ce soit. Mais pour autant, j'étais pas fière de moi pendant 2 semaines, alors que mon physique était exactement le même, mais mes perfs étaient plus les mêmes. Mais ça, alors on reviendra sur le sujet de l'alimentation, parce que je trouve ça hyper intéressant, mais ça ne te dérange pas que tu allies ta valeur de toi-même à ta performance sportive? Jusque-là, ça ne m'a jamais dérangée parce que j'avais jamais été blessée.
D'accord. Et ça se passait très bien et je trouvais ça quand même je trouvais ça plus sain en comparaison à mon ancien rapport au sport qui était lié au physique. Alors que la performance, quelque part, c'est peut-être le fait de se dépasser. Après, j'ai trouvé d'autres astuces pendant cette période où j'ai dû m'entraîner autrement en me disant, ok, là par exemple en termes de charge, je peux pas aller aussi loin que d'habitude, mais je vais trouver d'autres tempos, me dire, ok, là ce sera moitié de ma charge, mais je vais tenir 2 fois plus longtemps. Donc en trouvant d'autres astuces, en me trouvant d'autres goals, c'était possible, mais j'ai besoin d'avoir des goals à atteindre si je veux être fière de moi à la fin de la séance. Je peux comprendre et je pense qu'au final, ce que tu reflètes avec le sport, on peut le refléter dans d'autres aspects de nos vies, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. En fait, c'est la notion un peu d'avoir des objectifs. Mais là où je trouve que ça peut devenir potentiellement toxique, c'est quand même le thème aussi de la vidéo, c'est quand on entre dans la comparaison. Et je trouve ça très difficile quand on est dans le sport, mais notamment dans le fitness, d'être exempt de toute comparaison. C'est impossible. Je pense pas qu'on devrait. C'est comme vaincre le regard des autres. Au bout d'un moment, on est des créatures sociales. On va pas couper tout notre rapport avec l'autre. Il faut réussir à le canaliser, à le dompter, à l'apprivoiser un petit peu et à le séparer de le regard qu'on a soi-même sur soi-même. Je pense et j'espère. Après, c'est un travail de toute une vie de réussir à se faire sa propre idée sur soi-même qui soit décorrélée de ce que les autres vont dire, penser ou des intentions qu'on va prêter aux autres. Parce que souvent, c'est nous qui prêtons des intentions aux autres. On interprète. C'est pas souvent que les gens viennent nous dire en fait, tu devrais perdre du poids un petit peu là quand même. Ça arrive aussi, mais... Ça arrive aux femmes plus souvent que tu ne le crois. J'en suis convaincu, effectivement. Mais après, c'est difficile aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on est, matraquer de stimuli, d'idéaux, pseudo-idéaux, que de ne pas se dire tiens, je pourrais effectivement avoir un meilleur corps, avoir des meilleures performances, même être en meilleure santé. Ça, on n'est pas encore passé à la phase oh la santé c'est trop stylé. Peut-être ça viendra. Ça serait bien, ça serait cool, hein. Avec l'âge, moi j'ai l'impression que au début j'étais plus dans le corps, ensuite dans les perfs. C'est peut-être parce que je vieillis et que mes perfs sont moins bonnes. Du coup je me dis bon la santé c'est cool aussi, tu vois. Non parce que c'est ça. Moi ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est l'excuse de non mais on fait ça pour notre santé. Parce que, bien sûr, personne ne peut opposer à quelqu'un de prendre soin de sa santé. Je suis pour ça, on est a priori toutes et tous pour ça. Mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée, où finalement, en fait, ces personnes-là, si elles étaient grosses mais en bonne santé, elles seraient quand même malheureuses. Et c'est pas de leur faute, c'est à faute du regard que la société porte sur les gros, de manière générale. Et c'est vrai que je trouve ça pas forcément sain de se comparer à des corps. Alors, je prends mon exemple où j'ai commencé le fitness clairement pour perdre du poids. Je me souviens, c'est ma grande sœur, elle était venue me voir avec le compte de Kayla Ittines, si vous voyez qui c'est, qui partageait les transformations avant-après. Et je me souviens, je lui ai dit non mais c'est faux, c'est photoshopé. Enfin, elle me dit non, regarde, il y en a plein et tout. Et donc en fait, vu que ça coûtait, je sais pas, 30 €, on a partagé à deux son programme. On a commencé à s'entraîner chez nous, etc. Et en fait, très rapidement, du fait de ces photos avant-après, tu te compares énormément parce que tu te dis moi j'ai envie de ressembler à l'après. Sauf qu'en fait, déjà du fait de ce qu'on appelle la dysmorphophobie qui touche beaucoup de femmes, tu le vois pas. On se voit rarement comme on est réellement. Donc moi, je pourrais vous montrer des photos, j'en mettrai sinon à l'écran, mais de moi il y a 5 ans où je suis maigre. Et je me trouvais pas maigre, je me trouvais pas grosse, mais je trouvais que je pouvais encore aller plus loin et être plus fit. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que les filles que je suivais sur Instagram, j'aurais jamais leur physique en fait. Pour plein de raisons différentes. Et encore, je dis ça en position de personne relativement mince. Et voilà, j'ai des gènes qui font en effet que dans tous les cas, je prends peu facilement du poids. Mais en tout cas, j'en perds pas facilement non plus. Et donc, j'aurais toujours du ventre. Et tu vois, me comparer sous couvert de motivation à des fitness girls qui ont des physiques incroyables, en tout cas en termes de standards de beauté actuels, ça m'a plus fait du mal à ma santé mentale que ça m'a fait du bien à faire du sport. Ouais, mais parce que en fait, le truc c'est que le point de départ, et c'était comme ça que j'avais commencé aussi, c'était que tu faisais du sport dans l'objectif de ressembler à... C'est ça. Et je pense que là où tu arrives à te faire du bien dans le sport, c'est quand tu prends conscience, comme tu dis, que on a notre corps tel qu'il est, notre valeur ne repose pas là-dessus, et on ne veut pas ressembler à la voisine, on veut juste se faire plaisir, se dépenser, ou tu vois, comme tu disais, penser à sa santé, peut-être aussi parce que j'ai vieilli aussi, mais c'est là en fait où c'est juste le petit point qui bouge de pourquoi tu le fais à la base, et c'est ça qui va créer, selon moi, ta relation au sport, c'est pourquoi au départ tu as décidé de faire ce sport, et peut-être qu'aujourd'hui tu vois ça t'a un peu dégoûté. Enfin moi je sais que j'ai fait les e-books, ça m'a dégoûté des e-books parce que j'ai ce traumatisme où je faisais mes petites photos, je demandais à mon mec de me prendre en photo comme ça avec mon petit maillot de bain pour voir si j'avais perdu, et comme toi je vois des photos où j'étais là non mais je dois encore perdre là, et aujourd'hui je me regarde et je me dis mais meuf tu voulais gratter de l'os, enfin tu vois, et c'est ça le problème je trouve avec pas mal de programmes fitness, c'est que c'est quand même toujours très lié au physique et que du coup, en fait, on n'est jamais assez bien.
C'est-à-dire que moi, vraiment, même quand je faisais 45 kilos, je me trouvais pas assez bien. C'est-à-dire que rarement tu atteins ton objectif. Parce que, encore une fois, il est lié à un physique que souvent tu n'auras jamais. Parce que, oui, on a tous des corps différents, qu'il y a la vie qui entre dedans. Et ça aussi, je sais pas si vous l'avez vécu, mais je trouve qu'il y a quand même un sacrifice à faire par rapport à sa vie sociale qui est non négligeable. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais à fond dans le sport, et franchement, disclaimer, j'étais très heureuse. C'est-à-dire que moi, franchement, je me souviens de cette période comme une période vraiment heureuse et épanouie parce que je contrôlais tout, j'étais dans une zone de confort absolument géniale qui correspondait à ma personnalité. Mais je me souviens de fois où genre, je sortais des mythos à mes potes pour pas aller dîner avec eux parce qu'au restaurant, il allait pas avoir de salade, tu vois, ou en tout cas de trucs qui correspondent à mes macros. Ça rentrait pas dans MyFitnessPal, t'autorisais aucun jour où tu manges ce que tu veux? Un jour. Mais du coup, si ça rentrait pas dans ce jour-là, ciao les gars, je rentre chez moi. Je ramenais tous mes Tupperware à chaque fois à l'université. Je rentrais de soirée, j'avais une espèce d'horloge dans ma tête à 2h du matin. C'est genre, bon, moi j'y vais les gars, parce que demain je m'entraîne, tu vois, parce que dimanche je pouvais faire des vraies séances. Et même si, encore une fois, franchement, j'étais heureuse, avec le recul, je me rends compte que c'était pas viable. C'est-à-dire que c'est un équilibre qui n'en est pas un. Et j'aurais aimé qu'on me dise avant, t'as une vie étudiante qu'une seule fois dans ta vie, profite. Le sport, tu pourras en faire toute ta vie, meuf. Voilà, après, on peut aussi sortir toute sa vie, mais en tout cas, je trouve que c'est assez difficile d'associer une pratique assez religieuse, on va dire, du fitness et une vie sociale vraiment épanouie. Mais t'as pas l'air d'accord, Izzy. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec le fait que je pense que il y a pas de... Moi, je suis plutôt du parti que une vie sociale, c'est un peu comme un joli corps. Il n'y a pas d'idéal de vie sociale, selon moi. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un de très sociable quand même. Je l'ai appris comme ça. J'ai pas besoin de voir énormément de personnes très souvent pour me sentir bien. Au contraire, les bonnes personnes juste assez, ça me régénère suffisamment. Et j'étais content d'attribuer, et encore aujourd'hui, pour moi, le sport va passer quand même en priorité pour moi, pour mon bien-être, que beaucoup d'activités sociales. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de tout sacrifier. J'ai déjà fait... Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez extrême, donc j'ai beaucoup fait tac, 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 et ensuite, t'espères que ça va se stabiliser un peu au milieu. T'avais quoi comme extrême, par exemple? J'ai compté, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, pendant 2 ans, j'ai compté toutes mes calories, tous mes macros. Je me souviens, à un temps, moi, c'était il y a 15 ans, j'ai l'impression qu'il y avait moins d'informations scientifiques, on dira, de sources sûres. Donc moi, j'avais mes 6 repas et demi par jour. J'avais mon sandwich de beurre de cacahuète à l'université, à la pause de 10 heures, je mangeais mon petit sandwich parce qu'il fallait que je me tape mes 300 calories et mes 30 grammes de prot. Sinon, qu'est-ce qui allait se passer à mon corps? J'allais dépérir, tu comprends? J'ai fait ça, j'ai pris des tubes aussi à différents endroits. J'ai pas de gros souvenirs en tête de soirées que j'ai annulées, mais je sais que ça me saoulait d'aller ailleurs. Oh, les restos, ils cuisent tout dans l'huile, tu sais jamais ce qu'il y a dedans et tout. J'ai eu ça et je sais pas... Tu l'as pas mal vécu. En fait, j'ai du mal à mal le vivre parce que je me suis dit, en fait, je suis content que ça n'ait pas été trop extrême, que je n'ai rien perdu d'irrécupérable, parce que ça m'a permis, en l'expérimentant, de me dire, tiens, c'était trop. Et aujourd'hui, je m'en fous beaucoup plus facilement. Je suis plus détaché de ça, beaucoup plus, justement. Alors que je pensais que c'était foutu, mon rapport avec la nourriture, mais en fait... T'as réussi à passer au-dessus. Peut-être parce que je cherchais quelque chose là-dedans, justement un idéal de physique, de performance, de choses comme ça. Et étant donné que je me suis accompli dans d'autres domaines à côté, ouais. Le travail, par exemple, tu vois, On a je suis fier de moi valeur, autrement que comment je ressemble aussi, ou ce qu'on me dit, oh, t'es trop fort, t'es trop beau, ou je ne sais quoi. J'ai envie de pouvoir me le dire moi-même, on dira, et dans différents domaines. Et ça c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, que j'avais, je pense, commencé le sport pour gagner confiance en moi, et il y avait un truc quand même très valorisant de réussir à pousser un peu plus lourd chaque semaine. Enfin voilà, c'était que grâce à toi et à tes efforts. Et le fait de m'accomplir en dehors de ça et professionnellement parlant, en fait, ça a vraiment coïncidé avec le fait de, j'avais moins besoin de me prouver quelque chose à la salle de sport. Mais donc en fait, ce qui est sous-tendu derrière, c'est quand même, on doit se prouver quelque chose. À soi ou aux autres aussi? Ah ouais. Parce que tu peux prouver aux autres via le sport, mais via d'autres choses aussi, tu vois. Non, mais c'est lié. J'ai l'impression qu'Yasmine, t'as plutôt bien réussi, toi. J'ai l'impression que tu cherches plus à prouver, que ce soit, tu vois, par le sport. Non, alors, pas du tout. Alors, surtout pas par le sport, parce que du coup, sinon, je serais très très mauvaise. Je pense que j'ai réussi
à faire la paix avec le regard des autres et même le regard que je porte sur moi-même. Et je pense que le premier truc pour se détacher du corps et du sport pour le corps et ce genre de choses, c'est se concentrer sur soi, d'aller chercher sa propre valeur en soi et de se dire je suis plus qu'un corps, quoi. Ma valeur repose pas là-dessus. Et je pense que c'est ça qui avait fait un déclic. Après, je pense que la maternité a joué aussi là-dessus. Maintenant, je rejoins Eric quand il dit on peut pas dire qu'on s'en fiche de la vie des autres. Moi, si je reçois par exemple un commentaire méchant, j'ai beau avoir accepté mon corps, un commentaire méchant, tu te prends quand même dans la face et ça fait quand même un peu mal au cœur. Quand on t'en prend plusieurs, ça fait beaucoup mal au cœur. Mais du coup, tu peux jamais dire je me fous du regard des autres. Tu peux juste dire voilà, j'arrive à prendre ce recul de me dire ok, d'accord, allez, c'est un miroir, c'est pas à moi qu'elle s'en prend, c'est à elle-même. Voilà. Tu peux te faire ce truc-là, tu vois. Mais ouais, je pense qu'après c'est pareil. J'ai commencé en 2013 et en fait, gros coup dans les dents, je suis en train de me dire que waouh, ça fait très longtemps et donc c'est le temps aussi qui fait que j'en arrive à avoir cette paix-là, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'années derrière. Moi, j'ai souvent des messages de gens qui me disent comment tu fais, j'y arrive pas et je suis là, mais en fait, j'ai pas commencé il y a un mois. Tu vois, et ça a pas marché tout de suite. Donc, il y a un vrai truc aussi de se dire on passe quasiment toute sa vie à pas s'aimer. Faut pas s'attendre au fait qu'on va s'aimer du jour au lendemain avec une baguette magique. Ouais, totalement. Et surtout pas uniquement grâce à un physique. Tu as réussi, Aline, à dissocier la valeur que tu portes à toi-même et le sport, enfin, notamment par rapport à ton apparence physique? Moi, ça me fait plaisir d'être forte et d'avoir la discipline. Maintenant, le compliment qui va me faire le plus plaisir, c'est par exemple, pendant ma blessure, je me suis entraînée autrement. Là, récemment, j'ai eu un Covid, donc je me suis entraînée à la maison différemment. C'est des gens qui vont me dire par message, mais c'est fou, tu as toujours la motivation, c'est ma détermination et ma motivation qui vont être mon plus beau compliment, beaucoup plus que ton résultat est joli. Parce que il y a aussi un moment où le corps il a ses limites. Moi, ça fait peut-être 3 ans que physiquement j'ai pratiquement pas bougé, donc il y a un moment où si tu savais reposer que là-dessus, t'aurais quitté depuis longtemps, quoi. Oui, si c'était que pour le physique, ça fait 3 ans qu'il est acquis. Au bout d'un moment, c'est bon, t'as coché la case et puis c'est plus très motivant. Donc c'est plutôt le côté force, autant mentale que physique, qui va beaucoup plus booster ma confiance en moi. Pour moi, ça a été très important longtemps. Aujourd'hui, ça l'est toujours beaucoup parce qu'en fait, quand je m'imagine dans ma tête, mon identité est liée à mon physique. Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression, comme Aline en fait, j'ai l'impression un petit peu. Moi, j'ai l'impression que la case, elle est quand même cochée depuis un moment. Avant que je commence à faire des vidéos ou quoi, j'étais déjà satisfait de mon physique et j'avais déjà changé justement de la muscu à une discipline qui était plus axée performance parce que je me suis dit, ok, cool, je contrôle un peu l'esthétique de mon corps, mais ouais, super, maintenant autre chose. Reste plus, c'est chiant. Exactement. Et aujourd'hui, et je l'ai même ressenti cet été, j'ai fait une vidéo, je vais faire une sèche et tout, regardez, ça c'est le résultat avant. Et je l'ai pas fini. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Je me suis posé des questions dessus et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire cette sèche pour avoir plus d'abdos, parce que si je le fais, les seules raisons, c'est marketing, professionnel, image, etc. Et j'ai la chance aujourd'hui de me dire, bon, je suis pas obligé de faire reposer de faire toujours sur tout ça physique, sur mon quoi. travail, sur mon physique et tout. Je me dis, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de moins travailler, par exemple, c'est un autre débat. Mais et je dis, en fait, je vais pas le faire parce que je le ferai pas pour moi. Tout comme certaines performances dans mon sport, longtemps j'ai culpabilisé. C'est pas que j'ai culpabilisé, mais il y avait un peu cette image de, oh Eric, il a des abonnés et tout, du coup il doit être super fort. Et en fait, je me sentais pas très fort dans ma discipline, notamment par rapport aux gens qui étaient très très forts. Je me mettais beaucoup de pression en mode, il faut que je sois meilleur, il faut que je sois le meilleur. Du coup, si c'est moi qu'on connaît et qui parle de ça. Et c'est seulement récemment, il y a 2 ans peut-être, que j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est pas grave, j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres envies, j'ai essayé d'avoir cette perf, ce truc. Je me suis dit, mais en fait, si je la veux, c'est pour créer du contenu dessus, pour montrer aux autres et pour mon travail peut-être, mais peut-être pas premièrement pour moi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je m'en donne pas les moyens aussi, j'en ai pas suffisamment envie, c'est qu'il faut peut-être que je fasse autre chose. Et ça m'a aidé à relativiser sur le fait que j'arriverais peut-être pas à faire certaines choses, quoi. Et je trouve qu'il y a aussi une notion très genrée, en fait, du fitness où pour les hommes, c'est presque un passage obligé, ou en tout cas, pour correspondre à l'image qu'on se fait de la virilité. Là où, à l'inverse, Aline, tu peux nous en parler, parce qu'à mon avis, tu as des choses à nous dire dessus, mais où les femmes, ça commence à bouger, je dis pas le contraire, mais ça reste quand même assez mal vu, dans le sens où c'est, en fait, quand une femme va être forte, au lieu qu'on lui dise comme un mec, waouh, trop stylé, c'est impressionnant, on va lui dire, tu ressembles à un homme. Déjà, juste, je voudrais rebondir, moi je trouve ça assez étonnant, tu me dis que
on attend de toi que tu aies des grosses perfs à cause de ton nombre d'abonnés. Moi, pas du tout. Ouais, c'est vrai. Ça, en tant que, je sais pas si c'est lié au fait que je suis une fille, mais on ne corrèle pas du tout mon niveau physique à mon nombre d'abonnés. Donc ça m'a un peu surprise que tu dises ça. C'est l'image que j'avais l'impression qu'on attendait de moi. Je l'ai jamais ressenti aussi. Moi. Par contre, j'ai l'impression que si à un moment mon physique change beaucoup, là on pourrait me le reprocher beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais je pense que c'est quelque chose qu'on me reprocherait énormément. Je suis pas sûre que c'est forcément le cas d'un homme. Alors que par contre, si tes perfs baissent, ça je suis sûre qu'on va te le reprocher. Là où chez une fille, on est peut-être plus indulgent. On va le remarquer en tout cas. Oui. On va le montrer. C'est sûr, moi ça m'a souvent interpellée. J'ai eu Big Up Lucie si tu nous regardes. Je m'entraîne parfois avec une amie donc, qui s'entraîne souvent à la salle et son coach avait un physique assez loin des standards de beauté. Et personne n'a jamais remis en question ses compétences. Et à l'inverse, une femme, si elle va être, comme on dit, ronde, tu vois, en fait, on va direct se dire qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, mais pourquoi elle est coach. Et on associe beaucoup plus, j'ai l'impression, l'apparence physique d'une femme à ses compétences alors que c'est complètement sportives. Alors que ça n'est pas lié. Enfin, tu peux être hyper érudit ou hyper bon à coacher les gens, mais toi, pour plein de raisons différentes, soit pas aimer ça, soit avoir des problèmes hormonaux ou je ne sais quel autre problème que des femmes peuvent rencontrer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette intransigeance par rapport aux femmes. J'ai une copine qui est coach certifiée, qui a des connaissances en muscu bien plus vastes que moi, qui est beaucoup plus forte sur le côté pratique et théorique. Et ça arrivait très souvent quand je m'entraînais avec elle que des gens viennent me demander à moi un conseil et je les redirige vers elle qui est peut-être moins musclée que moi, un petit peu moins sèche, mais donc elle est beaucoup plus compétente que moi, mais ça se voit moins à l'extérieur, on va dire. Et les gens sont toujours surpris que je dise « Ah ben non, mais va lui demander à elle, elle s'y connaît mieux. » Et souvent, t'as un peu deux types de réactions. T'as soit les gens qui sont ravis d'avoir quelqu'un qui va répondre à leurs questions, et t'as des gens qui disent « Ah !» Et en fait, ils vont même pas lui demander, alors qu'elle est réellement infiniment plus compétente que moi pour répondre à leurs questions. Il y a une question que je me pose aussi. T'as déjà fait des programmes de sport ou pas, Aline? Enfin, est-ce que t'as déjà produit? Non. Eric, tu l'as fait, non? Produit? Oui, moi j'ai des programmes. Tu proposes des programmes? Ouais. Rien que ça, alors je compare pas à votre niveau, on n'est pas là pour comparer, hein, mais tu vois, je pense qu'il y a une espèce d'autocensure où un mec qui se bouge et qui a des résultats se trouve en mesure de proposer des programmes à d'autres personnes, là où une femme, sauf exception, va beaucoup moins facilement se dire en fait j'ai les compétences pour dire aux autres en fait comment ils peuvent progresser. On me l'a demandé plein de fois de faire des programmes, j'ai été approchée par plein de partenaires qui me disent « Ah mais si tu veux on écrit tout, t'as qu'à mettre ton nom dessus » et ça je trouve ça vraiment pas honnête. Ça n'a pas de sens. Par contre, si un jour j'ai un projet dans ce domaine-là, ce serait ok, bah, je veux bien quelqu'un en qui j'ai toute confiance sur le côté théorie et moi je fais les illustrations. Je fais le domaine sur lequel je sais que je saurais bien faire ça, mais je suis pas coach sportive. J'adore le sport, j'en fais depuis des années, je m'épanouis bien dedans, mais pour autant je n'ai pas la formation, je suis pas coach, c'est pas mon métier. Mais alors, et je l'aime beaucoup, hein, mais je crois que Simone n'est pas coach sportive. Bon, pourtant, elle a lancé un programme, une app. Je crois que son elle a une équipe autour d'elle. Ouais. Elle s'est entourée, ok. Donc toi, c'est pour ça que tu pourrais t'entourer de personnes qui ont... Ouais, si je suis entourée, je pourrais l'envisager, mais moi, en tant que... Enfin, mon rôle sur le programme, ce serait beaucoup plus sur les illustrations et le visuel que les exercices. Mais aussi peut-être pour la promotion, du coup. Oui, évidemment. Ouais. Mais c'est ça qui fait beaucoup la chose aussi, tu vois. C'est le tampon de la personne dessus. Parce qu'il y a des gens qui t'admirent et qui veulent avoir tes perfs, ton corps ou tout ce que tu es et ce que tu renvoies. Et du coup, ils ont envie d'apprendre de toi aussi. C'est pour ça que tu approches toi et qu'ils veulent te demander. Mais même les gens à la salle, c'est de Aline qui veulent les conseils parce que c'est Aline qui les inspire. Oui, sauf que mon physique à moi, je le dois en partie grâce aux conseils de cette copine vers qui je les redirige. Ouais. C'est ce que les gens veulent pas entendre. Oui, mais pour autant, c'est elle qui me donne des très bons conseils qui fait que j'ai le résultat qu'ils veulent. Et puis surtout, et ça, moi franchement, j'insiste dessus parce que moi, c'est ce qui m'a fait du mal pendant longtemps, c'est que même si une personne qui nous regarde admire beaucoup le physique d'Aline, même si il ou elle faisait exactement la même chose, il ou elle n'aurait pas le même physique. Vraiment, genre il y a la génétique. Il progresserait, c'est sûr, mais il va pas se transformer en moi. Exactement. Et progresser passe pas forcément par un changement d'apparence physique. Et c'était assez important pour moi de souligner ça. Il y a aussi d'autres personnes qui travaillent dans l'industrie du fitness. J'ai vu passer ça cet été, tu vois, qui avaient le discours de en fait, on a le droit ça m'a interpellée parce que bon, je vous dirai pas mon avis, je vous demande d'abord le vôtre. Mais qui disait donc voilà, on peut s'aimer, on peut s'accepter sans forcément tout aimer chez soi et en voulant changer son apparence physique, on a le droit de vouloir s'améliorer. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là ?
de dire en fait on peut s'aimer mais vouloir changer quand même son corps. Alors moi je viens de faire une réduction mammaire. Ah bah super. Tu vois, On est plein dedans là. On est en plein là dedans. on est bon. Et justement tu vois ça c'est un truc, je l'ai pas trop eu, je pensais que j'aurais plus eu. Parce que je parle quand même de body positive et d'acceptation du corps. Et du coup, moi, je pense que je veux faire une réduction mammaire depuis que j'ai 16 ans. Je veux la faire pour plein de raisons, parce que j'ai vécu des choses, j'ai vécu un abus sexuel, parce que mes seins ont toujours été un truc un peu sexuel vis-à-vis des hommes, et je pense que c'est ça aussi qui a coupé ma relation avec ma poitrine réellement. Et j'ai toujours dit que je ferais une réduction mammaire, mais que je le ferais quand j'aurais fini l'allaitement de mon premier enfant. Et donc dès que j'ai fini l'allaitement de mon fils, j'ai pris rendez-vous pour faire une réduction mammaire. Donc en toute transparence, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux parce que je suis transparente là-dessus. Et j'ai eu une personne qui m'a dit comment tu peux parler d'acceptation du corps et faire une réduction mammaire. Et ouais, justement, tu vois, moi j'aime bien comparer la relation au corps à la relation d'amour. T'aimes ton mec, il y a des fois t'as envie de le claquer contre un mur. Est-ce que pour autant tu le kicks? Tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait la relation au corps c'est pareil, c'est que en fait je m'aime au-delà de mon corps, mais par contre ma poitrine, je peux la jouer, oui ça me faisait mal au dos, oui c'était pas pratique, oui il y a tout ça. La réalité c'est que je pouvais plus la saquer et tu vois aujourd'hui j'ai une toute petite, enfin j'ai demandé vraiment le chirurgien, j'ai demandé une petite poitrine qui ne correspondrait pas à ma morphologie et j'ai l'impression que c'est ma poitrine, j'ai l'impression que c'est mon corps, que c'est moi. Je viens juste d'enlever la brassière de contention donc je suis vraiment dans le mois après l'opération et ouais je pense que tu peux être dans un truc d'accepter ton corps, mais d'accepter aussi que tu as des zones d'ombre. Un peu, tu vois, comme dans le développement personnel, tu acceptes tes qualités, mais tu acceptes aussi tes défauts. Et il faut accepter que parfois, en fait, tu peux plus faire avec. Au même titre que tu vas faire une thérapie pour essayer de soigner certaines zones d'ombre, et ben moi, j'ai fait de la chirurgie pour faire une réduction mammaire. Hyper intéressant. Donc là, je suis pile dans le thème. Ouais, non, t'es carrément dans le thème. T'es carrément dans le thème. Et surtout que toi, ça t'a vraiment apporté ce que tu recherchais. Et c'est là où moi, je me pose la question, tu vois, de se dire, ok, bah en fait, par exemple, je vais dire que je m'aime, mais j'aimerais avoir le ventre plat. Tu vois, en fait, je vais pouvoir bosser pour essayer d'avoir le ventre plat sans forcément jamais l'atteindre. Et donc quoi? Tu vois, ouais, et donc je passe ma vie à me détester, à me dire. Ouais. En fait, moi, c'est plus la notion de, enfin, c'est plus le terme s'améliorer même qui me dérange un peu. Est-ce qu'on vaut mieux quand on a le ventre plat ou quand on a, enfin même toi avec ta petite poitrine, tu vois, tu ne vaux pas mieux, tu es juste mieux dans ta peau. Ouais. Mais on aurait le droit d'être mieux dans sa peau avec le ventre plat, donc c'est là ça. Tout le débat. Exactement. Mais je pense que c'est vraiment le truc de, tu vois, mes seins d'avant. J'avais aucun souci à les montrer. Je passe ma vie à poil sur Instagram de toute façon, donc à un moment donné, il faut le dire. J'avais aucun souci à les montrer. Ils m'empêchaient pas d'aller à la piscine, ils m'empêchaient pas de mettre décolleté, des décolletés, ils m'empêchaient rien. Juste, dans ma tête, je savais qu'un jour, je m'en séparerais. Tu vois, un peu comme faire un détatouage ou j'en sais rien. Ouais. Et du coup, je comprends aussi quelqu'un qui, à l'inverse, pourrait dire je suis hyper complexée d'une petite poitrine ou je suis hyper complexée par mes oreilles décollées ou mon nez ou j'en sais rien et qui se dirait je sais que c'est un truc qui changera ma vie. Et je pense que oui, on m'a aussi demandé mais t'as pas peur de rentrer dans un engrenage de toujours plus? Non, ça fait 20 ans que je veux avoir d'autres seins. J'ai mes autres seins, je me dis pas je vais faire une abdominoplastie, je vais faire une liposuction, non. Ouais. C'était juste ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc aussi de se poser la question. On m'a aussi beaucoup dit et ton mec, il en pense quoi? Mais je m'en tape au sujet. Est-ce que c'est ça finalement? Voilà, est-ce que c'est sa poitrine? Mais c'est vraiment cette question, mais vraiment à un point où je me suis dit, je lui ai même pas demandé. Et j'étais là, mais en fait, je lui ai pas posé la question. Et pour être honnête, il a un peu peur des cicatrices, il les a même pas vues. Il n'a pas voulu les voir sans la brassière, mais parce qu'en fait, c'est pas ça le sujet, tu vois. Ma poitrine, je l'ai fait pour mon bien-être. On parlait un peu de santé. Et je considère que j'ai fait cette opération pour mon bien-être mental et physique. Et c'est là, en fait, le truc où on revient à pourquoi tu le fais. Et la vraie question, c'est tu veux des super abdos? Pourquoi tu veux des super abdos? Pose-toi vraiment la question. Et qu'est-ce que ça va faire? Et qu'est-ce que ça va faire si tu as des super abdos? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Tu vois? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est toujours recentrer sur pourquoi je le fais réellement. Et je sais pas si quand tu fais des thérapies, tu fais beaucoup le truc du pourquoi. Ouais, le 10, et le pourquoi, voilà, c'est ça. Et après, tu te redemandes pourquoi. Et ok, pourquoi? Et après, tu vois si la réponse finale te convient. Et c'est là où tu vois si... moi, je me suis pas posé la question si j'allais mourir sur la table, si j'avais des cicatrices. Je me suis pas posé ce genre de questions parce que le pourquoi, je le savais depuis la nuit des temps. Je voulais changer ma poitrine. C'était important pour moi de me retrouver avec une autre silhouette
qui ne correspondait plus à une silhouette qui avait vécu certaines choses. Ouais. Et c'est marrant parce que ce pourquoi, c'est très très important, je pense, ça fait vraiment tout. Ouais. Tu peux avoir envie d'avoir des abdos, être très bien, ne pas les avoir et être très bien, très mal, pareil. Le faire, savoir pourquoi tu le fais, le faire pour toi, c'est très important, mais aussi ça évolue selon moi. Moi, j'ai eu un gros complexe toute ma vie, j'ai finalement accepté, c'est le fait que je suis né avec 2 oreilles qui ne sont pas... Mon oreille là, je suis né avec l'oreille repliée sur elle-même. Okay. Ça se voit très peu. Ouais, c'est marrant Mais parce moi, que vraiment, je n'avais pas varié là-dessus. Je le voyais tout le temps. Ouais. J'ai passé des années à avoir les cheveux longs. D'ailleurs, j'ai toujours un peu cette coupe de cheveux, mais maintenant, je les découvre un peu. À cacher mon oreille. J'ai caché mon oreille pendant des années avec des cheveux par-dessus. Et c'était la phobie de moi. Oh, il faut surtout pas qu'à la piscine, je mette la tête sous l'eau, parce qu'on va voir. Oh, il faut surtout pas... Le complexe de base, ouais. C'était horrible. Et finalement, un jour, quelqu'un l'a vu et m'a dit... quelqu'un l'a vu... Je vais pas faire toute l'histoire. Mais finalement, quelqu'un un jour m'a dit, en fait, s'en bat les couilles. Et puis j'ai dit, t'es sûr C'était lui quelqu'un de très bienveillant qui m'a dit, mais on s'en fout, on voit même pas. Et aussi, bon, j'avais 26 ans, donc j'avais eu le temps un tout petit peu. Mais ça m'a pris du temps. Et ensuite, j'en ai même parlé une fois, j'en ai même parlé publiquement, j'ai fait des podcasts et des vidéos dessus, et des gens m'ont dit « toutes ces histoires pour une chirurgie esthétique mineure ». Et déjà, j'ai fait une opération qui n'a pas marché, mais surtout, en fait, pour moi, c'était pas... C'était pas mineur pour toi. Non, pour moi, c'était pas mineur. Ce qui est mineur pour l'un n'est pas mineur pour l'autre. Et aujourd'hui, pour en revenir un peu à la fin, je suis content de pas l'avoir fait. Content. Alors je me complais dans le fait d'être différent, tu vois, je sais pas. Mais aujourd'hui, jamais j'aurais pu parler de ça. Moi, j'avais peur qu'on me pointe du doigt, etc., etc. A contrario, je suis en train de perdre mes cheveux. Ça me saoule. Est-ce que je vais accepter le fait de perdre mes cheveux ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'aurais du mal. Donc, il y a des choses sur le corps qu'on veut changer, qu'on veut garder. La relation avec notre corps évolue. Il faudrait essayer de l'entretenir et... En fait, moi, ce qui me tue, c'est que tout ça, c'est une question de standard de beauté. C'est-à-dire que si tu voyais des mecs... mais si tu voyais des mecs... pour revenir aux cheveux, vu que c'est le complexe que tu traverses en ce moment... Il y en a, va t'aider. Tu verrais des mecs de 50 ans, 60 ans, sans cheveux, mais hyper désirables. Je pense que ça te ferait moins chier, tu vois, mais comme les femmes et les rides, tu vois. De Rock, il est vu comme un sex symbole et pourtant il a pas un poil sur le caillou. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il y en a pas. À part de Rock, je saurais pas penser à un autre. Les autres, George Clooney ou quoi, ils ont. Ouais, il est un peu vieux pour moi quand même. Mais tu vois, tout ça, je trouve que c'est vachement une histoire de représentation en tout cas. Ouais. Si l'inverse, si en fait c'était stylé de plus avoir de cheveux, tu serais refait, tu vois. Et moi, c'est toujours ça qui me fascine en fait. C'est à quel point. Au final, notre bien-être et notre épanouissement dépendent de standards de beauté. Donc, en fait, oui, on peut les suivre et du coup se sentir bien dans notre peau parce que, in fine, voilà le résultat. Mais après, c'est la voie que je choisis, c'est plutôt de déconstruire à chaque fois ces standards de beauté pour comprendre d'où ils viennent. Et quand je comprends qu'ils viennent en fait d'une construction sociale, ça m'aide vachement à me dire, mais en fait, passe au-dessus. Ou en tout cas, ce n'est pas logique. Et donc, si c'est pas logique, j'arrive à passer à autre chose. Ça demande un peu de travail, c'est sûr. C'est difficile, évidemment, de séparer la logique des émotions et c'est un processus aussi. Moi, je suis quelqu'un de très logique, très carré aussi. Donc, j'essaye de me dire non, A plus B égale C, donc c'est faux. Ouais. On fonctionne tous différemment, on a notre processus. Et notre image de soi, c'est très émotionnel. C'est vrai. Aussi. Quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le fitness a à un moment altéré l'image que vous aviez de vous-même ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans la majorité des cas, peut-être pas toi Yasmine, mais ça a plutôt bénéficié à l'image que vous aviez de vous-même, physique ou pas physique. Mais au tout début, la première année où justement j'étais vraiment dans l'excès, là oui, je pense que ça m'a fait du mal en termes de confiance en moi. Mais depuis que j'ai vraiment déplacé toutes mes sources de fierté vers la performance et le mental, plus du tout. Vraiment, ça m'a même permis d'accepter d'autres complexes que je pouvais avoir par le passé qui n'ont rien à voir avec le fitness. Ok, trop intéressant. Non mais donc toi c'est globalement bénéfique, ouais. Toi le fitness t'a plus aidé qu'il ne t'a desservi. Oui, mais j'ai eu ce moment où j'étais face à un carrefour en mode soit je vais vraiment dans l'extrême du fitness et je continue de peser tout et je tombe dans les TCA et ça va être irrécupérable,
Soit je me dis, ok, là je vais me forcer, ça va être très difficile, mais je vais me forcer à ne surtout plus regarder les calories, ne plus rien peser. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient naturel. Mais j'ai eu cette phase où vraiment j'ai dû lutter en me disant, ok, ça, on va s'éloigner de tous ces standards de minceur. Et je me souviens aussi que j'ai fait un gros refresh dans les gens que je suivais à ce moment-là. Ça aide de ouf. Hein. Franchement, on le dira jamais assez. Hein. Je sais pas si les mecs vous vous dites ça aussi, mais pour les femmes, vraiment, changer les personnes que tu suis pour qu'elles soient plus aspirationnelles que complexantes. Mais les images, ça a un impact de fou parce que j'estime maintenant que je suis plutôt blindée face à tout ça, que je suis bien dans ma peau. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire une vidéo justement sur les standards de beauté. Et du coup, pour illustrer, pour faire des recherches, j'ai été soumise de nouveau à plein d'images de mannequins qui pourtant ne sont pas du tout mes critères de beauté aujourd'hui. Mes critères de beauté, maintenant, c'est des femmes avec des montagnes de muscles, vraiment des femmes qui ne rentrent pas dans les codes pour la plupart des gens. Mais donc, pendant quelques semaines, être exposée de nouveau à des mannequins en quantité, pour la première fois, j'ai remesuré mon tour de taille, alors que ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas fait. Et pour la première fois, j'ai ressenti, peut-être à 1 sur 10 sur l'échelle de la souffrance, mais ressenti de nouveau un petit peu des complexes sur la minceur. Ah, mais je te Juste comprends. avec des images. Ouais, moi pareil, j'ai passé... J'étais à un voyage de presse où il y avait que des mannequins. Je me suis dit, il y a une erreur de casting. Et il y a pas mal de gens qui me demandent, mais t'as pas parfois des jours quand même où ton image envers toi-même était plus difficile? Et la vérité, c'est que franchement, la immense majorité des cas, non, parce que pour moi, c'est 1% de qui je suis. Mais revenir ou même passer ce week-end-là, en fait, avec des femmes, et même au-delà du corps, tu vois, juste des femmes qui sont absolument dans les standards de beauté, t'as l'impression d'être le vilain petit canard, tu vois. Et ça demande, c'est pour ça que, en effet, les personnes qu'on voit, et sur les réseaux notamment, parce qu'en fait, on peut être de plus en plus exposé à ces personnes. Moi, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pourquoi TikTok est problématique. C'est parce que même sans que je cherche à tomber sur ces personnes-là, l'algorithme de TikTok me propose vraiment très facilement, en final, les top créatrices qui sont quasiment que des femmes qui sont connues pour leur physique. Elles peuvent être marrantes à côté. Écoute, moi j'en vois plein. Oh, moi alors je vois des femmes musclées. En plus, je croule. Il te montre ce que tu essaie d'apprendre ce que tu aimes. Pour autant, je vois beaucoup de chiens. Donc moi, je vois beaucoup de trucs qui m'intéressent pas aussi, j'avoue. Ouais. Mais j'ai aussi beaucoup de filles juste très connues. Donc je me dis, elles sont poussées parce qu'elles sont très connues, donc elles font plein de vues. Je pense que d'une certaine manière, quand même, l'algorithme a remarqué que tu regardais un peu parce que moi je n'en ai jamais. Ou alors je les regarde. Peut-être, j'avoue, parfois je regarde pour réutiliser les contenus, pour les dénoncer entre guillemets. Quand c'est des trucs genre That Girl que je trouve hyper toxique, That Girl qui se réveille et qui généralement fait du fitness, tu vois. That Girl, je sais pas si vous avez vu passer un peu la trend, mais en gros, la meuf, elle se réveille à 6h du matin, elle fait du fitness à jeun, ensuite elle boit un smoothie, je sais pas trop ce qu'elle fait après, mais en tout cas, elle a une vie parfaite. Non, c'est pas parfait de s'entraîner à jeun, c'est horrible, ça fait mal au ventre. Mais oui, mais du coup, elle te donne l'image de la fille hyper disciplinée, c'est un peu ça, That Girl, c'est la fille qui a la motivation pour tout faire bien. Et à la fin, quand tu es notamment une adolescente et que tu t'es pas encore construite comme nous, peut-être on l'a fait, c'est hyper difficile de se dire que en fait c'est pas mieux d'être comme ça parce que c'est ce qui est valorisé et montré comme étant la fille à qui tu veux ressembler, tu vois. Et moi, ce qui me fascine, c'est que ces filles généralement n'ont jamais ouvert la bouche sur TikTok. Donc c'est uniquement du paraître, tu vois. Et c'est sûrement pas sa vraie vie, tu vois. Moi, quand je vois ça, je pars du principe, peut-être parce que je suis dedans aussi un petit peu, même si TikTok, ça fait genre 2 jours, je me suis convaincu quand même. Je vais pas faire mon boomer, je vais y aller un petit peu aussi quand même pour voir ce que c'est. Et j'y vais, et en fait, ça me donne pas l'impression que c'est la vraie personne. Cette personne crée des choses parce que quand t'es un peu comme ça, extrême, tu es cette personne, cette catégorie, cette meuf qui parle pas mais qui a sa rythme de vie de ouf. Tu fais des vidéos de dev perso, tu fais des vidéos de muscu, des trucs de machin, mais c'est pas pour autant que c'est ta vie, que c'est exactement ce que tu fais. Moi, ça m'arrive de mettre des stories, je mets souvent des stories sur Instagram où je m'entraîne, parce qu'en fait, ma vie, c'est beaucoup, je m'entraîne, je suis devant mon ordi, du coup, je montre plus des stories où je m'entraîne, et les gens pensent que je m'entraîne H24. Ce qui n'est pas vrai, c'est l'image que ça renvoie, il faut en prendre conscience. C'est difficile aussi, moi, je trouve, dans cet écosystème. Quand on gagne un peu notre vie vis-à-vis de ça, moi le premier, vis-à-vis de mon corps, de tout ça, c'est difficile de se dire, en plus, je suis créateur de contenu, donc mon job, c'est de faire consommer du contenu aux gens, mais j'aime penser que ça leur fait du bien, tu vois. Et t'es là, c'est dur, mais personne n'a ça. Moi, je suis le premier à reconnaître ma vie, elle est pas... T'es work in progress, quoi. J'ai du mal à parler anglais, mais... Non, mais et puis c'est bien de le souligner, mais je pense que tu vois, tu te demandes comment faire. En fait, je pense que c'est bien de le rappeler. Je pense qu'on n'en voudra jamais à quelqu'un de montrer, tu vas pas non plus mentir, enfin, si tu t'entraînes et que tu veux montrer tes entraînements, trop bien, tu vois. Mais tu vois, peut-être que pour toi, c'est évident que tu t'entraînes pas toute la journée, mais en effet, pour les gens qui te suivent, qui regardent juste comme ça, ils scrollent leur story, c'est peut-être pas évident. Donc je pense qu'en effet, moi je pense qu'on a une responsabilité
responsabilité en tant que créateur de contenu que de dire, voilà, en fait, ma vie n'est pas parfaite. Oui, on a des privilèges, mais on a aussi des trucs difficiles. Et dans tous les cas, on a surtout du travail. Et notre vie ne ressemble pas Enfin, vraiment, moi, quand je vois That Girl, t'as l'impression que c'est un film. Tu vois, c'est vraiment un film qui finit bien. C'est un film, je C'est pas pense. forcément un bon choix marketing parce qu'en tout cas, moi, sur mes réseaux, ce que je remarque, c'est que quand je fais des stories où justement je montre, aujourd'hui, je suis malade, je suis pas bien, il y a une souris qui est en train de grailler mes armoires, enfin, des problèmes de la vie quotidienne qui peuvent arriver à tout le monde, les gens aiment beaucoup ce genre de story-là. J'ai beaucoup plus de réactions positives sur des stories où je montre que j'ai fait la grasse mat parce que j'avais la flemme ou que j'ai une vie normale et vraiment loin d'être parfaite, que dans des stories où c'est très mise en scène, très, très parfait, entre guillemets, alors que c'est pas la vraie vie. Les gens adorent ce côté Ça commence à authentique. changer. Ouais. De plus en C'était plus. pas le cas avant, mais ça commence à changer. Mais j'ai l'impression, par exemple, que Lena Situation en est un très bon exemple parce que, justement, elle va montrer dans le même vlog où elle est en bombe pour un gala incroyable et le matin, elle s'est réveillée, elle ressemblait à un doigt de pied. Et je pense que c'est une des personnes qui a un gros impact là-dessus sur le fait que maintenant, les gens aiment bien aussi voir que on est monsieur tout le monde. C'est sûr. C'est très... on veut du vrai, quoi. Enfin, ça, je trouve que ça a pris de l'ampleur ces dernières années et il y a moins ce côté lisse sur les réseaux sociaux. Et alors, il y a une question que je voulais vous poser aussi, qui n'est pas forcément liée au réseau, mais je me suis demandé si vous aviez déjà changé votre apparence physique pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il y avait quand même pas mal de filles qui m'écrivent et qui me disent que, en fait, elles s'acceptent, mais que leur mec leur a dit qu'elles étaient grosses, ou leur mec leur a dit que ceci, cela, mais en tout cas, et du coup, elles se sentent obligées de changer leur apparence physique pour satisfaire un désir masculin. Et en fait, c'est très dur. Bon, bien sûr, je leur réponds, en veux-tu, en voilà, que, enfin, en fait, si ton homme ne t'aime que quand tu ressembles à... Voilà, si tu as une certaine apparence, en fait, comment ce sera dans 20 ans et qu'il vaut mieux trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Mais je pense qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui se disent... Et franchement, pareil, c'est un débat auquel on peut être ouvert, tu vois. Il y a des personnes qui vont me répondre... imaginons, par exemple, moi, ma grande sœur, je sais qu'elle a pris du poids à un moment pendant sa relation et elle a vraiment cherché à faire un régime, alors que je lui dis, Pauline, 99% des régimes échouent. Et en gros, la réponse c'est, ouais, mais en fait, mon mec, il a pas signé pour ça. Change de mec, C'est elle il est qui a pas dit ça. content. Ouais, c'est elle qui a dit ça. Sans que lui... Ouais. Enfin, j'en sais rien, il lui a peut-être fait un ou deux commentaires, mais en tout cas, elle-même se disait... en gros, elle se disait, moi, j'aimerais pas que l'inverse se passe. Ah, mais c'est ça le truc aussi, tu vois. C'est que moi, je sais que je dis très souvent, est-ce que tu veux de quelqu'un qui t'aime que quand t'es canon, ou tu vois. Et la question, c'est surtout, est-ce que toi, t'aimes ton mec pour son physique? Si la réponse est oui, j'aime mon mec pour son physique, du coup, tu t'attends à la même chose de l'autre côté. Maintenant, moi, je pars du principe que j'aime pas mon mec pour son physique. Si demain, il lui arrive un accident, j'en sais rien, tu vois, je pense à la nana qui a été brûlée. Elle avait fait une vidéo où... Julie Non, pas Julie. Une américaine qui a été brûlée, Talia, je crois, je sais plus exactement. Et en fait, c'est son mec qui a interrogé et en fait, il dit, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, mais pourquoi t'es restée avec? Ils ont dit, mais en fait, moi, je me suis pas mariée avec elle pour son physique. Et je trouve ça très beau, c'est de te dire, est-ce que toi, t'es avec l'autre pour son physique? Non. Donc, pourquoi tu penses qu'il va être avec toi pour le tien? Tu vois, moi, je sais que vis-à-vis de mon mec, si demain, il me dit, je sais pas, j'aime pas ta nouvelle poitrine, elle est trop petite, ça me... Mais en fait, ciao, tu vois, parce que je veux pas de quelqu'un qui m'aime pour ça. Et je pense que là où, tu vois, comme tu parles de ta sœur, si en effet, elle a ce truc de dire, moi, j'ai pas non plus signé pour s'il change de physique, elle fait juste que projeter son propre avis vis-à-vis de son mec, en pensant que son mec pense la même chose d'elle, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de pourquoi t'aimes l'autre et pourquoi t'as envie que l'autre t'aime. Et en fait, quand tu comprends que ta valeur, encore une fois, elle est pas dans ton physique, tu te dis que potentiellement, moi j'espère que mon mec, il est avec moi parce que je suis drôle, parce que je suis sympa, parce que je suis généreuse, parce que parfois je suis chiante, et qu'il est pas avec moi parce que je fais un 95F ou un 95B. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Encore une fois, si tu te ressentes sur ta propre valeur, là, t'arrives à déconstruire un peu le truc autour. Mais tu vois, pour répondre à ta question, je voulais rebondir tout à l'heure quand tu as parlé des dictates, des standards de beauté qui nous influent sur nos physiques. Quand j'ai sorti mon livre Body Positive, j'ai été attaquée parce que j'étais trop mince. Ah ouais. C'est-à-dire que... T'étais pas crédible pour parler de body positive, du coup. Et tu sais que j'ai voulu grossir. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à vouloir maigrir. Le jour où je trouve un truc où je me libère enfin dans ce truc-là, pour la première fois de ma vie, on me dit que je suis trop mince. Je faisais un 42. Et donc, du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, faut que je grossisse. Et en fait, oui, j'étais prête à grossir pour rentrer pas dans un standard de beauté, finalement, mais dans ce qu'on attendait de moi parce que je parlais du body positive. Il y a des nanas qui m'ont dit, oui, c'est bon, maintenant, tu vas maigrir. Ou tu vois, la dernière fois, on m'a dit, t'aurais pas perdu du poids, t'as pas fait un petit régime, allez, tu peux me le dire. J'étais là, non. Mais tu sais, comme si, encore une fois,
tu es sur un thème, on t'attend au détour sur ce thème-là, un peu comme on parlait avant de lancer la vidéo, où on disait le problème c'est que les gens veulent nous mettre dans des cases, les fitness girls contre les meufs body positives, on s'attaque, on s'en prend les unes aux autres, c'est les grosses qui ont la flemme et de l'autre côté c'est les mecs qui n'ont pas de vie quoi. Tu vois et encore une fois c'est ça le problème, c'est qu'on essaye de nous mettre dans des cases et oui, moi je sais qu'à un moment donné j'ai voulu répondre à des standards, mais c'était pas les standards de beauté, c'est des standards de on attendait de moi qui ai écrit un livre sur le body positif que je sois plus grosse. Et ça, je te comprends. Et ça a été complexant. Ouais, je te rejoins totalement. Ça m'est arrivé évidemment du coup aussi. Et en fait, je crois que Margot de You Make Fashion aussi, elle a arrêté de parler de body positive juste parce qu'en fait, elle avait trop mal vécu toutes les critiques qu'elle s'était prises par rapport à ça. Et en fait, moi souvent, je mets les points sur les i, les barres sur les t. C'est que déjà, il n'y a pas de monopole du complexe. Donc en fait, tu vois, Eric peut avoir très mal vécu son oreille pliée et personne va lui dire non, t'as pas le droit, c'est pas assez complexant. Non, en fait, c'est un ressenti, un complexe. Après, bien sûr que les personnes grosses sont beaucoup plus discriminées que les personnes minces dans notre société. Donc bien sûr qu'il faut donner la parole aux personnes grosses et bien sûr qu'elles peuvent parler de leur réalité bien mieux qu'on ne pourra jamais en parler. Mais nous, on peut parler de notre réalité, des complexes qu'on a vécu, du sexisme qu'on a vécu parce que je trouve que c'est très lié au final aussi à l'apparence physique. Et moi, j'en parle un peu moins aujourd'hui juste parce que en fait, j'ai fait la paix avec mon corps. Donc en fait, j'ai un peu moins de choses à dire là-dessus. Donc voilà, j'ai plus envie de parler de droits des femmes, de santé mentale, enfin de d'autres combats qui m'animent. Mais le fait est que même si je perdais du poids, je trouve que tout le monde est légitime à parler de body positive ou de body positivity ou en tout cas de complexe et d'acceptation de soi parce qu'on a tous et toutes un chemin différent par rapport à ça. Et en fait, je trouve que ça ne sert personne que de dire non mais toi t'as pas le droit d'en parler, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Mais non, en fait, on a tous nos complexes et on peut tous apprendre des autres. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Si on se reconnaît plus dans certains corps, on peut suivre plus précisément certaines femmes. Mais si jamais moi j'aime plus un discours qu'un corps, tu vois. Si j'apprécie ce que tu dis, si jamais je te suis, c'est parce que j'aime ce que tu dégages et que tu prennes ou que tu perds du poids, je te suivrai quand même, tu vois. À ce sujet-là, j'avais justement fait un TikTok il y a longtemps où justement je montrais un petit peu toutes les astuces qui permettaient de faire un selfie miroir avec toutes les astuces de triche. Le but c'est pas de dire vas-y, allez-y faites ça, c'est pour montrer voilà, derrière un selfie miroir il y a telle astuce. Et donc c'est pas parce que tu vois telle personne ressembler à ça sur le résultat final que c'est le cas en vrai. Donc moi je fais ça vraiment avec humour pour un petit peu décomplexer et j'ai eu le malheur de mettre un hashtag body positive. J'ai fini par supprimer le TikTok parce qu'on m'est tombé dessus, mais en disant que c'était dégueulasse de m'approprier ce combat alors que je ne suis pas grosse et que je devais être grosse pour en parler, alors que je ne faisais que montrer des petites astuces. Et du coup, j'ai peut-être pas compris parce que moi, on m'a expliqué que non, le hashtag body positive est fait pour les femmes grosses et si tu n'es pas grosse et que tu prends ce hashtag, tu prends leur place et c'est pas bien. J'ai pas creusé beaucoup plus que ça. Et j'ai pas trop compris. Le hashtag a été créé à la base par des femmes grosses et donc en effet, je peux comprendre qu'elles se sentent peut-être invisibilisées alors que ça les visibilisait. Mais après, moi, ce que je dis souvent, et c'est le cas même pour des marques, moi ça m'énerve de voir des marques, surtout que j'ai une marque de sous-vêtements, donc ça m'énerve de voir des marques de sous-vêtements qui surfent sur le body positive pour faire vendre. Mais à la fin, je me dis, est-ce que ça sert la cause ? Oui. Bon, alors tant mieux. Mais de ouf. Donc s'il y a des femmes qui sont moins grosses ou plus grosses qui utilisent aussi ce hashtag, tant que ça sert la cause et qu'on aide plus de personnes à se sentir représentées et à se sentir bien, c'est ce qui compte. Et moi, je pensais juste être dans le sujet, mais visiblement, c'était pas le cas. C'est dommage parce que tu vois, on perd en effet des contenus qui, je pense, auraient aidé des femmes à se dire en fait. Moi, je l'avais fait ça, tu vois. Ouais, j'avais fait ça. J'avais même fait ça dans mon livre où je mets des photos et je montre des techniques que j'ai utilisées quand j'étais dans ce truc-là, de mettre le cul en bus pour avoir les cuisses qui se touchent plus, mettre la fesse de côté, faire le flamant rose et du coup déboîter la hanche. Voilà, c'est ça, avoir hyper mal au dos et j'avais fait ça dans mon livre justement. Et encore une fois, tu vois, je pense qu'à la limite, je fais la même chose et j'écris body positive, ça passe mieux que si c'est toi. Ouais. Oui, ou même le petit fichaille sur le bord de l'écran. Ça, il y a plein de filles, on voit des personnes faire des selfies où leur fesse c'est vraiment au bord du bord de l'écran parce qu'il y a un léger effet fichaille par exemple. Donc ça c'est un truc que je montrais en disant bah voilà, genre de choses que tu peux détecter pour te rendre compte que ça, ce n'est pas représentatif de la réalité. Mais en fait au final j'ai l'impression que tu gagnes jamais sur les réseaux sociaux parce que toi je sais, parce que ça fait longtemps que je te suis, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il fut un temps on t'accusait beaucoup de photoshopper ton physique. Oh c'était il y a longtemps. Ah qu'on m'accuse moi ? Ouais. Oh non.
Ah si, je me souviens que tu avais fait une vidéo, ça m'a interpellée parce que moi j'étais encore plus dans le fitness à cette époque et je m'étais dit bah voilà, elle aura bien fermé le clapet parce que là c'était il y a très longtemps. Mais t'imagines même quand t'as un physique hyper désirable, en tout cas dans les standards de beauté, on va quand même trouver des choses à te reprocher. Donc en fait, on n'est jamais gagnant, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que vous ne gagnerez jamais. Vous aurez toujours des détraqueurs. Les gens qui se photoshopent, c'est les premiers perdants. C'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux gens. Et c'est vrai qu'au tout début, il y a 6-7 ans, quand je commençais la muscu, que j'étais dans ma pire année où je faisais ça très mal, j'ai pu me photoshopper et en fait ça a juste renforcé tous les complexes que je pouvais avoir. Mais oui. Et ça c'est un truc, un jour on me dit bon ça je ne le ferai plus jamais de ma vie et ça fait des années que je l'ai plus fait. Mais on a souvent tendance à faire bouh aux gens qui se photoshopent en se disant il le fait exprès pour me complexer. Non, il le fait parce que lui-même il complexe. Ah mais bien sûr, attends, moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé il y a 3 semaines en dédicace à Nice où une jeune femme adorable, on vient en parler et en fait elle vient m'expliquer le fait qu'en fait elle aimerait bien arriver au stade où elle retouche plus ses photos mais en fait elle se sent obligée et elle me dit tu vois factuellement quand je me retouche je vois que ça fait plus de likes et là elle fond en larmes et là elle me raconte en plus elle fond en larmes, elle me raconte ses traumas d'enfance et tout, enfin j'étais super mal pour elle parce que enfin tu vois je veux lui dire mais en fait c'est pas représentatif de ta valeur mais en fait pour quelqu'un qui a une histoire de vie difficile, pas forcément aimée etc, bah forcément l'amour tu le recherches par la validation d'un nombre certain de likes ou d'abonnés. Et moi, ça me fait chier de me dire que oui, elle a plus de likes quand elle est retouchée, parce que j'ai envie de lui dire que non. Parce que moi, par exemple, les personnes qui me suivent, moi, je sais très bien, et c'est d'ailleurs très marrant, une photo en bombe vs une photo hyper naturelle, la photo hyper naturelle va bien mieux marcher, parce qu'en fait, on recherche pour l'authenticité et pas pour, je sais pas, correspondre à un certain sort de beauté. Et dans tous les cas, je fais les deux parce que j'aime bien faire les deux, mais ça me fait de la peine de me dire qu'en fait, aujourd'hui, pour la plupart des gens, ça reste plus... Enfin, je vais pas dire vendeur, mais presque, de se retoucher, quoi. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de Sissi Mua, elle a fait une vidéo, cette semaine, où elle expliquait justement ce truc entre les gens veulent voir plus d'authenticité, parce qu'en fait, elle s'en prenait plein la tête, parce que sur une vidéo, elle se prend la tête avec son mec. Et elle dit, vous voulez voir de l'authenticité, et quand on vous en donne, là, on se fait lyncher, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui fait que il y a des gens qui vont te suivre, et qui finalement te suivent aussi, et c'est pour ça que tu as peut-être plus de likes sur les photos où t'es pas en bombe, parce que les gens te suivent pour ton authenticité. Et les gens suivent, j'en sais rien, moi je vais te dire par exemple une Sissi Mua où on se dit, bah non, moi je la suis pour qu'elle me motive dans le sport, je veux qu'elle soit tout le temps canon. Et du coup, elle s'en prend plein sur son physique parce que les gens, tu vois, la suivent pour ça. Tu vois, par exemple, comme toi, si les gens te suivent pour ton corps, si demain, je sais pas moi, tu prends un peu de poids, les gens vont peut-être être plus méchants parce que c'est ce qu'ils attendent de toi. Alors que tu vois une meuf comme moi je parle de trucs du quotidien, de couches de caca de mon fils, de tout ça, les gens ne s'attendent pas du tout à une once de glamour pour moi et si c'est ça qu'ils recherchent, ils sont déjà partis depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc de cette nana là dont tu parles, ça tombe si elle a tout le temps retouché, bah, du coup les gens s'attendent à ce que ce soit toujours hyper lisse, hyper beau et le jour où ça l'est pas, ça déconnecte de ce pourquoi tu la suis. Tu sais, c'est comme les gens, comme toi, tu disais, tu as fait ton compte pour les dessins, après tu as fait la muscu et maintenant c'est ton quotidien. Et quand à chaque fois tu as fait des revirements, je pense que tu as perdu des gens, tu en as récupéré d'autres. Enfin, tu vois, souvent la communauté évolue avec nos changements, tu vois. Oui, mais j'ai toujours habitué ma communauté à ce que mes réseaux soient juste un gros fourre-tout de plein de trucs. Ouais, il n'y a voilà, pas eu l'avantage. ce changement. Ouais. Par contre, j'ai vu ce changement-là sur le compte de quelqu'un d'autre. Il y a une athlète qui s'appelle Summer Rae, qui pendant très longtemps, elle se photoshopait énormément, ça se voyait très fort, on voyait, enfin, personnellement, je le voyais, elle s'affinait surtout très fort la taille, et un jour, du jour au lendemain, elle a complètement arrêté, mais alors le gap semblait énorme pour plein de gens, et ses commentaires, ils étaient à pleurer, les gens disaient qu'elle était obèse, qu'elle avait grossi, que c'était vraiment horrible, et là, on est 5-6 ans plus tard, et tous ces commentaires sont très positifs sur son physique, parce que maintenant, les gens sont habitués, mais quand il y a eu ce changement, les gens ont l'impression qu'elle avait grossi et que c'était terrible, alors qu'in fine, elle reste en super forme physique et elle a un physique que plein de gens auraient envie d'avoir, elle est tout à fait dans les standards, mais passer de avoir un petit changement, les gens le remarquent très fort. Je trouvais ça très très courageux de sa part d'arrêter vraiment radicalement du jour au lendemain et de s'y tenir. T'as déjà été victime de body shaming, toi, ou pas? Je me demande si c'est vraiment un truc très féminin. Non, pas du tout. J'ai l'impression que dans la muscu, en tout cas, alors c'est peut-être ma vision de la chose, c'est quand même assez genré, quand même. Les hommes préfèrent avoir des conseils des hommes, les femmes préfèrent avoir des conseils des femmes. Moi, je suis plus au courant de ce qui se passe dans la sphère masculine, on dira. C'est bien, il faut un représentant. J'ai l'impression qu'on a aussi tu vois, par exemple, le body positif pour les hommes. Ouais, j'y pensais. Bah, en fait... Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il y a des mannequins hommes qui sont
Moi, les mannequins hommes qui portent les caleçons que j'achète, ils sont toujours bien. Ils sont J'achète jamais trop gros, les etc. caleçons de Rihanna. Un homme, il y a quand Ouais. même peut-être une espèce de pression aussi du fait d'un homme, il faut qu'il puisse au moins subvenir aux besoins ou être, entre guillemets, ces besoins primitifs de reproduction et de survie, reproduction et survie, deux moyens de se reproduire et de survivre, c'est d'être plus balèze et d'être le plus alpha, entre guillemets. Et c'est très engrainé aussi, j'ai l'impression, chez les hommes en fait, c'est peut-être pas la copine qui va lui dire, en fait, j'ai envie que tu sois musclé, mais c'est l'homme qui va se dire, mais en fait, est-ce que pour les femmes, pour qu'elles m'attirent, pour que les autres hommes me respectent, il faut que je sois musclé, ou alors riche, ou alors le statut socio-économique de l'homme. Est-ce qu'on pourra s'en séparer un jour? Est-ce qu'il faut pas? Mais l'homme a quand même aussi une pression de réussite quelque part, Ah, bien sûr. qu'elle soit fondée ou non. C'est pour cette raison qu'il faut réinventer le patriarcat, parce qu'au final, il ne sert personne. Mais c'est juste que, disons que la virilité a des attributs qui sont plus socialement avantageux que la féminité. C'est-à-dire que la femme, la féminité repose beaucoup sur l'âge et l'apparence physique. En fait, moi j'avais vu une étude, et j'en parle dans mon livre, c'est quand même assez dramatique. Hollywood, qui est un peu le microcosme, mais symbole de notre société, on voit que le salaire des actrices croît jusqu'à 30 ans, puis ne fait que décroître. Le salaire des acteurs croît jusqu'à 54 ans et reste stable par la suite. Et en fait, je trouve que ça montrait bien notre société de manière générale, en fait. Oui, bien sûr que les hommes sont victimes d'injonctions. Après, je vois quand même plus de diversité des corps dans le cinéma chez les hommes que chez les femmes, plus de diversité physique aussi, et plus de diversité sociale. Mais il y a un combat à mener, et moi je suis d'accord, là, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, il y a la révolution de l'acceptation de soi, du body positive à mener aussi chez les hommes. Parce que il n'y a pas de raison que ce soit que pour les femmes, quoi. Et je pense que ça aiderait tous les hommes qui nous regardent à réaliser que non, on n'est pas là que pour un physique, que le physique ne représente qu'une petite partie de qui ils sont, et qu'il vaut peut-être mieux accorder plus de temps et d'importance à eux-mêmes, en fait. Ouais, développer ça. Au final, c'est la même chose, hein. On est tous des êtres humains, on a tous besoin de se plaire d'une façon ou d'une autre, on a tous différentes façons de trouver des raisons de nous plaire ou de nous prouver qu'on est capable, qu'on se plaît. Quand on s'aime bien, c'est quand on se voit aussi réussir des choses, on est capable, on prend un petit peu la confiance, ça fait des bébés, on réessaye quelque chose de plus, et puis ça fait des plus grands bébés, tu te retrouves avec une petite famille, t'es là, ouais, je peux m'occuper de ma famille et tout, je suis content. Et au final, on a tous ça, on fonctionne beaucoup de la même façon, mais on n'attend pas les mêmes choses de nous en tant qu'un homme ou une femme. Ça, c'est sûr et certain, pour différentes raisons. Et on peut tous probablement réussir autant travailler à s'accomplir individuellement en dehors des injonctions et de la pression sociétale, on dira. Mais ce sera plus difficile parce qu'on partira probablement, évidemment, tous de notre propre background, biologique, éducatif, environnemental. Ça va énormément nous définir qui on est aujourd'hui, en plus de nos habitudes régulières. Et puis, nous, on doit essayer de prendre le contrôle sur ce qu'on peut encore changer. On ne va pas pouvoir changer notre éducation et tout. Et comme vous l'avez dit avant, l'entourage, c'est un truc de fou. On le dit tout le temps, oui, tu es la somme des 5 personnes. Les gens, moi, je vois des stories de personnes, je les vois plus que ma mère, tu vois. Alors, ils ont une plus grosse influence sur moi que ma propre maman, tu comprends. Et donc, c'est très important de garder ça en tête, ton entourage physique et social va être très important. Et c'est justement pour ça. Toi, quand on suit Louise, on est très content de voir des photos d'elle, pas nécessairement en mode bombe, on dira, tu vois, je crois que c'est... C'est un synonyme. Non, mais je me souviens plus de l'expression que tu as utilisée avant. J'ai dit ça, j'ai dit en bombe. Il me semblait avoir entendu ça. Et les gens qui te suivent, toi, ont justement cette influence-là, mais on a tendance à oublier, en fait, parfois. Tout comme l'environnement qui n'est pas toujours immuable, ce pote toxique, pour prendre un cliché, on peut décider de l'enlever de sa vie. Cette personne, alors c'est encore plus facile, sourdine ou bien je me désabonne, ça marche aussi. Pas intéressé, 3 petits points, ne pas me recommander ce contenu s'il vous plaît. Ça marche aussi, mais il faut pas oublier qu'on a le contrôle sur beaucoup de choses. Écoute, c'est une superbe conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder ou... Je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais à quel point on a le droit de taper sur les femmes musclées.
Si demain je fais une critique à une femme grosse, enfin moi ou n'importe qui, ça va être un raz-de-marée de gens qui sont pas contents. Par contre, des critiques aux femmes musclées, pas de problème. C'est ok, ça passe tout à fait. J'ai déjà fait quelques TikTok là-dessus et c'est vrai que les gens ils disent bah quoi, c'est quoi le problème? Bah c'est pareil en fait. Me dire que t'es trop grosse ou t'es trop musclée, c'est exactement la même chose. T'es trop maigre, t'es trop maigre, oui, c'est pareil aussi, ouais. C'est la même chose. Ah bah non, c'est sûr, pour moi, comme tu le dis, il n'y a pas d'autorisation à taper sur un physique, que ce soit masculin, féminin. Après, c'est peut-être plus facile à encaisser dans le sens où être musclé, bah, tu t'es entraîné tellement dur pour en arriver là que techniquement, c'est un choix que tu as vraiment fait activement. Là où le poids, c'est pas toujours totalement un choix, c'est pas quelque chose pour lequel tu t'es battu pour l'atteindre. Ouais, mais bon, ça fait jamais plaisir dans tous les cas, et ça, je sais pas pourquoi, ça paraîtrait plus normal de critiquer une femme musclée. En fait, c'est... Enfin, de manière générale, hein, mais un jour, je me dis, je ferais une table ronde avec des haters. Parce qu'en fait, tu vas retrouver. Non mais je me dis à quel moment tu te dis je vais aller lui dire grosse vache ou je vais aller lui dire Hulk. Je ne sais pas, tu vois à quel moment tu te dis je vais dire ça et vraiment pour tu vois sonder. Est-ce que c'est parce que des gens disent c'est que des débiles. Bah, franchement il y a trop de critiques dans ce monde pour que ce soit que des débiles. Hein, franchement. Moi j'ai déjà fait le truc une fois où une meuf sur une story elle me répond à un truc genre elle me met je sais plus ce qu'elle me met genre mais tu dis trop de la merde quoi. Puis tu sais, en plus, ça n'allait pas avec ma story. J'étais là, j'ai pas dit de la merde. Et du coup, je lui réponds. D'habitude, je réponds pas. Là, je fais, j'ai pas compris. Elle me dit, mais vraiment texto, ah désolé, j'ai passé une journée de merde. Je suis tombée sur ta story, c'est tombé sur toi. Mais texto. Et je me suis dit, mais t'imagines, j'ai 150 000 abonnés. Si vous êtes 150 000 à passer une journée de merde au même moment, et j'ai dit, moi, je saute par la fenêtre. J'ai dit, moi, je saute par la fenêtre. Ah bah ouais, mais c'est tombé comme ça. Mais vraiment, elle m'a dit, elle m'a assumé le truc. Mais en fait, je pense qu'elle s'attendait tellement pas à ce que je lui réponde. En fait, elle a lâché son truc. Elle s'attendait juste... Ah, ça m'a fait du bien. Je vois, prends un carnet, genre. Voilà, un carnet de haine que tu gardes pour toi. Prends un pushing ball, je sais pas, fais un truc. Et vraiment, je pense qu'elle m'a lâché son truc. Elle s'est dit, ah, ça fait du bien. Et en fait, quand je lui ai dit, attends, j'ai pas compris, explique-moi. Et là, elle s'est dit, merde. Attends, elle me répond. Tu vois, ou une fois, ça m'est déjà arrivé aussi d'une meuf qui me lâche un MP pas hyper sympa, je réponds et elle me dit « Ah, j'adore ce que tu fais, je voulais trop échanger avec toi. » C'est pour ça que tu as du mal à inviter des haters. Ouais. Non, mais t'inquiète, moi j'en trouverai. Hein. Moi j'en ai à qui je réponds, qui argumente. Hein. Ah ouais, non, moi j'ai pas les mêmes haters. Et ça, je sais pas si vous avez ça aussi en tant que créateur de contenu, mais moi, je sais que j'ai vraiment ce truc où quand on va me faire... Je vais très vite me remettre en question, tu vois. Oh non, moi j'adore les remettre à leur place. Mais j'avoue, toi t'es très douée à ça. Ouais, toi t'es très forte. Mais en fait, moi, tu sais, je me dis, en fait, ils ont. Enfin, je me dis toujours qu'il y a une part de vrai, tu vois. Et donc après, c'est bien, ça me pousse à me remettre en question, mais ça me saoule parce que du coup, j'ai l'impression que je fais jamais assez bien. Non, parce que la meilleure façon de leur répondre en rendant le truc ridicule et en dédouanant complètement, c'est juste amplifier leur critique. En disant, oh, t'as raison, j'aurais dû aller avec un bonnet, une doudoune. En fait, tu fais une liste de vêtements et en fait, tu rends le truc tellement absurde qu'ils se rendent compte que c'est con. Moi, c'est vraiment ma recette préférée pour leur répondre, c'est je leur donne raison et j'amplifie le truc à fond et en fait, ça marche à tous les coups. Ouais, c'est sûr, mais voilà, donc les gens qui regardent la vidéo connaîtront mon avis sur le sujet. Par rapport à ce qu'a dit Yasmine, justement, il y a ces gens qui sont là et qui se servent de punching ball comme ça. Et moi, je me dis quelque part que c'est aussi, ça fait partie de mon métier, que je l'ai accepté en me mettant comme ça sur la place publique. Bah, il y a des gens qui vont venir, vont jeter un caillou, ils vont se barrer. Ils s'en foutent, ils regardent même pas où ils jettent le caillou. Hop, il fallait que ça sorte, si ensuite ton discours, tu vas te faire lapider, tu diras rien. C'est pas que je dirais rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est que, selon moi, tu parlais du côté miroir avant. Ouais. Moi, je le vois quand même pas mal comme ça. Comment j'ai tendance à réagir aux mauvais commentaires ou quoi, les commentaires purement gratuits, généralement, c'est plutôt par une espèce de tsunami de gentillesse. D'amour. Moi, je leur envoie de l'amour, mais tellement puissance 10. Et les gens ne peuvent pas continuer. En être humain, tu lui poses... C'est un peu la discussion non violente, tu vois, tout ça. Ouais. Tu poses une question à quelqu'un, mais pourquoi tu te sens comme ça, etc. Gentil, je mets les smileys et je le ressens sincèrement en mode tu veux que je t'aide ? Viens, faire câlin, vas-y. Et la personne ne peut pas continuer en fait. Enfin, si elle continue, tu te rends compte en fait, mais ça fait pas de sens. Je suis en train de me défouler sur des pixels et tout. Je sais pas où je voulais en venir, mais intéressant. Mais je serais très curieux de voir une table ronde avec des gens qui font les top comments hate sur TikTok et sur Insta. Je suis sûre qu'il y en a, c'est un pattern, il faut identifier ceux qui commentent souvent, tu vois. Si vous êtes là, présentez-vous. La prochaine fois, tu regardes. Tu regarderas les commentaires sur cette vidéo et c'est clair. tu vois, se lever la main comme ça, genre moi je veux venir et tout. Vous connaissez. Ouais, c'est ça.
Trop cool. Bon, bah, c'était hyper intéressant de parler avec vous, vraiment. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement où on peut vous retrouver, même si je mettrai tout évidemment dans la barre de description. Eric Flag sur YouTube et Instagram et partout. Ok, super. Du coup, Ellie Kilos sur Instagram et Facebook. Et j'ai aussi un cabinet de conseil en images qui est Seias Conseil. Trop bien, je mettrai ça dans les notes. Et Aline? Et moi, c'est Aline Dessine sur Instagram, YouTube et TikTok. Trop cool. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère vous dire à très vite. Oui. Et puis, jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et le débat continue bien évidemment.